2023, c'est fini. Enfin presque, et en tout cas l'année cinéma touche à sa fin. Nous on a vu plein de films, en fait je sais pas trop, on va en parler ensemble justement, quel a été votre rapport au cinéma et qu'est-ce qui s'est passé dans cette année cinéma. Nono, un petit mot pour résumer cette année ciné. Un petit mot pour résumer cette année ciné, elle a été conséquente. Merci Gaumont et sa carte illimitée qui te permet d'y aller à peu près toutes les semaines. Du coup ouais, je pense que j'y suis allé bien 1 à 2 fois par mois au ciné et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool, couplé en plus à vers la fin de l'année où tu as quand même pas mal de petits films qui sortent sur Netflix. Je pense qu'ils arrivent quand même bien à timer la sortie de leur film avec l'époque de l'année où tu restes chez toi avec ton plaid et ton chat et où tu peux du coup ne pas aller au ciné et quand même voir des petits films sympas qui sortent dernièrement. Donc ouais, elle a été bien remplie cette année ciné pour moi. Merci pour ton petit mot, Edouard Baird dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Et Floris, toi? Je dirais à l'image de ma soirée d'hier où j'ai enchaîné Yannick et Super Mario Bros. Une année à ciné un peu what the fuck. Et puis pour moi, je pense que c'était l'année du ras-le-bol général. On en parle tout de suite. Spoiler alert, l'émission qui meurt à la fin. Alors, Mario Bros and Yannick. Je suis tes consignes et j'avais lu dans les archives de nos conversations de préparation d'émission que tu allais évoquer ces deux films. Je me suis dit, a priori, ce sont des grands films pour Guillaume. J'ai beaucoup de respect pour Guillaume. Je vais donc regarder ces films et j'ai passé une bonne soirée en vrai. Ah, tu n'as pas perdu ton respect pour Guillaume? J'ai pas du tout perdu mon respect pour Guillaume. Nono, est-ce que tu as vu l'un de ces deux films? J'ai vu Mario, mais j'ai pas vu Yannick. Ah bah parlons de Mario. Alors Mario, ça a été avant toute chose, c'est un grand projet très très long, un film Illumination. Alors Illumination, c'est ceux qui sont derrière Moi moche et méchant. Bon, ça c'est les mignons, tout ça. Vous savez, moi je déteste ce studio, il faut le savoir. C'est la partie française du coup là qu'il a réalisé, non, le Mario? Bah c'est titré Illumination Paris à la fin. Voilà, ouais, c'est ça. Mais alors Illumination. Paris, jusqu'à preuve du contraire. C'est en France, messieurs dames. Bah oui, bien sûr. Alors oui, Illumination, c'est ça. Mais en réalité, pourquoi c'est le seul film d'Illumination que j'apprécie? C'est parce que c'est un film de Nintendo avant tout. Nintendo, ils ont été ultra exigeants. Moi, je connais très bien des gens qui bossent dans le milieu de l'animation et ils ont eu. Je connais très bien des gens qui ont une Nintendo. Je peux dire que je connais très bien Mario également. Et Mario, il était au téléphone toutes les semaines. Il disait aux animateurs, les gars, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Co-producer. Exactement. Mario co-producer, évidemment. Donc voilà. Moi, j'avais mémoire qu'il y avait. J'étais passé à côté au cinéma, mais j'ai eu mémoire qu'il y avait beaucoup de polémiques sur ce film, que ça correspondait pas et tout. Et en fait, alors, pas du tout. C'est Sonic qui ne correspondait pas, mais Mario a eu aucune polémique. Il y a eu aucune polémique, d'accord. C'est pour ça que je m'en souvenais pas, c'est parce qu'il n'y en avait pas en fait. Alors, il n'y a pas eu de polémique et il y a eu surtout un énorme succès à la clé. Le travail dur, acharné des animateurs et des réalisateurs a payé, puisqu'on a dépassé le milliard. C'est le seul film d'animation, à ma connaissance, qui a dépassé le milliard cette année. Même Disney. L'inflation. Non, mais même Disney a un peu chialé, parce qu'avec Wish, ils y sont pas du tout. Du coup, très rapidement, parce qu'on va parler un petit peu de tout cette année, mais ça a été une réussite pour vous, ce Mario? Ouais, moi, ça a été une réussite pour moi, je trouve. Et j'avais un peu peur de ça, parce que généralement, les films qui sont basés sur des jeux vidéo, je prends un exemple au pif, mais par exemple Assassin's Creed, sont généralement des flops horribles. Oui, c'est vrai. Celui-là était absolument incroyable. Moi, j'ai adoré Mario. Et même la musique était formidable. Moi, j'ai surtout aimé la musique, c'est ce que je vais dire. Je trouve que c'est un jeu, alors, j'y connais rien en musique, mais j'ai adoré les différentes adaptations et le fait d'avoir ce côté très orchestral de Mario. J'avais envie d'écouter la BO en boucle après, mais il était tard, il fallait que je dorme. Mais je le ferai peut-être aujourd'hui. Enfin, j'ai vraiment adoré le travail fait là-dessus. Après, c'est un film un peu particulier parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme un jeu vidéo mieux fait dans lequel tu joues pas. Donc en fait, habituellement, les films ont quand même des personnages un peu plus, qui ont des missions un peu plus valorisantes avec un background un peu plus important que là, juste faire un jeu vidéo. Oui, c'est il y a vraiment aucun background de personnage. Il joue à ta place et surtout, c'est assez rigolo de voir Mario à qui tout le monde apprend à jouer à Mario. Oui, donc c'est et qui est allergique aux champignons, c'est rigolo. Il y a plein de petits trucs qui sont cool. Après, c'est quand même globalement un film où, on dit souvent la créativité naît de la contrainte. Là, je pense que la contrainte, c'était pouvez-vous mettre le plus de références possible à l'univers de Mario dans un seul film. Et ils ont construit une histoire autour de ça. Du coup, ça se sent quand même un peu que la contrainte principale était de faire du fanservice. Il faut mettre du Mario Kart, il faut mettre du Donkey Kong, il faut mettre des références obscures et moins obscures. On pense notamment au papa de Mario qui est doublé par le comédien de doublage de Mario, Charles Martinet. Et du coup, il y a ce côté filiation. En plus, on a su. Moi, j'étais assez frustré par ça parce que n'étant pas très gamer, même dans les Mario, il y a plein de rêves que j'ai pas forcément. Donc, j'ai découvert toutes celles qui étaient vraiment grand public, mais comme ma maman, on va dire. Mais sinon, effectivement, je suis sans doute passé à côté de plein de trucs. Néanmoins, un film, il est pas censé être fait pour faire des références aux références et il est censé raconter une histoire. Bon, là, l'histoire, elle est pas dingue, mais ça reste un très
bon moment de divertissement et ça fonctionne effectivement. Ouais, et la musique est géniale et l'animation est splendide. Franchement, Illumination, ils sont au niveau de Disney. Et ça, c'est quand même chapeau parce que même si je déteste ce studio, vraiment, je l'aime pas pour plein de raisons. On y reviendra sûrement l'année prochaine. Et là, en ce moment, il y a Migration d'Illumination qui est au cinéma. J'ai pas eu le temps de le voir, mais j'imagine que apparemment c'est très bien. Donc voilà, faudra. Non, mais... Le mec déteste le studio, à part l'ensemble de Allez ses voir films. Migration. Apparemment, c'est bien. Puis moi, je suis méchant au final, tout bien. En fait, Ce que je suis un j'aime pas connard. dans Illumination, c'est le mot studio. En fait, je trouve que tu n'aurais pas dû utiliser le mot studio. Ouais, et voilà. Ça m'énerve beaucoup. Non, voilà, cette année, elle a été en tout cas marquée par ce film-là. En tout cas, on note que dans Moi, j'aime moche et méchant, Guillaume est plus le méchant du coup. Exactement. Bon, peut-être moche, ça, je sais pas. Et le moi, tu le vois pas du coup. Oh bah il y a que moi malheureusement, ça c'est le souci. Mais ça je crois que c'est Universal qui travaille avec Illumination. Universal, ils ont eu un autre énorme succès, mais même colossal. On reviendra sur Yannick plus tard, ça c'est pas Universal. Juste, excusez-moi, est-ce qu'il va y avoir des spoilers dans cette émission ou pas? Parce que Non, comme mais- on parle de plein de films et tout, je me dis si on écoute cette émission mais qu'on sait pas de quel film elle parle, est-ce qu'on peut l'écouter de manière safe? Oui, on peut l'écouter de manière plutôt safe. En tout cas, c'est plutôt un Plutôt retour. safe. Imagine un bâtiment et tout. Et, attention, ce bâtiment est plutôt safe. Il y a certaines parties où il faut mettre Welcome. votre casque de sécurité, mais normalement on va pas trop spoiler. Voilà, dans Oppenheimer, il y a une bombe. Ce qu'on ferait à la limite comme code entre nous, c'est au moment où on va spoiler, on dit juste avant sans vouloir spoiler et juste Et là, derrière on évidemment. spoil. Évidemment, c'est comme ça que ça va se passer, tout à fait. Mais justement, l'autre succès de Universal cette année, c'était eh bien Oppenheimer, le film qui a fait l'effet d'une bombe, si je peux me permettre, en box-office. Tu l'as préparé celle-là. Et il était contre une autre bombe, si je puis être un petit peu vulgaire. GG nous en témoigne, Gérard Depardieu, évidemment, serait d'accord avec cette remarque. C'était Barbie, qui était juste à côté, le fameux Barbenheimer, qui était l'un des plus gros événements cinématographiques C'était de l'année. incroyable. C'était trop bien à vivre. Enfin, je sais pas vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce moment Tu sais que ça marketing a extrêmement bien marché sur moi parce que j'avais un peu oublié l'école cinéma au profil de l'école cinéma à la maison et Netflix et beaucoup format série qui me plaisait beaucoup ces dernières années. Et je crois que finalement cet événement cinématographique là avec deux films très différents mais très quali qui sont un peu à l'image de l'année ciné aussi, le fait de pouvoir aller dans une salle et puis de ressortir avec des émotions très différentes, des réflexions sur le monde très différentes, des manières de faire très différentes dans la même période. Bah, c'était le fait d'aller voir et l'un et l'autre parce que c'était le momentum marketing, c'était que finalement les gens aillent voir les deux et que l'un Exactement. tire l'autre vers le haut. Bah, ça m'a redonné envie d'aller au ciné. C'est à ce moment-là aussi que j'ai pris la carte illimitée dont tu parlais et où j'ai vu beaucoup plus de films à partir de ce moment marketing qu'au début de l'année où j'étais passé un peu à côté de tout ce qu'il y avait eu. Donc pour le coup, sur moi, ça a marché le marketing. Et oui, puis- Ah, moi aussi, ouais. Ah ouais, t'as aimé. Justement, j'avais jamais trop fait gaffe en fait à ce côté marketing avant des films. C'est vrai. Et c'est vraiment avec Barbenheimer. Excusez-moi, dans quel monde étiez-vous? Moi, je pensais pas que c'était une dernières industrie, années. le cinéma. Mais c'est vraiment là où je me suis rendu compte de l'importance en fait que le marketing peut avoir sur deux films, comme tu disais, en plus qui sont tellement complètement différents. Je veux dire, mais à quel moment tu compares les deux et tu Non, mais les- pour le coup, le marketing entre les deux, ce sont deux studios différents. Oui, oui, oui. Il s'est bidouillé un Ouais. peu l'un avec l'autre, mais Mais je sais parce pas si que- c'est le fruit d'une stratégie. Alors c'est parce Je crois qu'aucun pas. des deux ne voulait bouger sa date de sortie. Ça c'était qui a les plus grosses, qui a la plus grosse plutôt. Et donc on avait Warner d'un côté avec Barbie et Universal de l'autre. Et Warner, et il faut savoir que Nolan, donc qui a réalisé Oppenheimer pour le compte d'Universal, c'était le premier film chez Universal qu'il faisait parce que historiquement il était chez Warner. Et après l'échec de Tenet, Warner ils ont essayé de lui imposer des trucs, tout ça. Il n'était pas du tout d'accord et il a dit je vais partir chez Universal. Et il se trouve que Tenet était peut-être un échec, mais ça a donné naissance ensuite à Oppenheimer, qui est un film qui, pour un biopic, est un immense succès. Et même au-delà de pour un biopic, c'est un immense succès. Il tutoie le milliard, ce qui est vraiment, qui n'est pas étonnant chez Barbie. Ce qui n'est pas étonnant non plus aux États-Unis où le vouvoiement n'existe pas. Ouais, exactement, tout à fait. Mais voilà, Barbie qui dépasse le milliard, c'est une licence, une franchise plutôt. Enfin, ça va devenir une franchise en plus. C'est pas étonnant, mais par contre, un biopic sur le mec qui a inventé la bombe, c'est quand même assez étonnant. Bah, disons que c'est pas comme ça que c'est pitché, c'est un film de Nolan. Oui, voilà, c'est avant tout vendu comme un film de Nolan. Et justement, est-ce que ça a deliver à la hauteur de ce qui nous a été vendu? Moi, je pense que c'est assez unanime, mais peut-être que je vais être surpris. Non, moi ça m'a énormément plu ce film. J'ai été assez étonné de voir à quel point le film durait après l'explosion de la bombe. En fait. Oui. Tu as vraiment l'impression, enfin, tu vas voir ce film en te disant l'explosion, le test réussi de la bombe, ça va être le climax du film et après c'est un peu la fin. Et nous, en fait, ça dure limite encore 1 heure. En fait, c'est le point de Parce qu'en bascule fait, du film. C'est exactement ça, c'est le point de bascule parce que, comme tu dis, c'est Comme un du biopic monde. sur Oppenheimer et pas la bombe. C'est vrai.
et pareil, comme Le Monde, il y a eu un avant et un après La Bombe, et tout à fait comme tu le dis, ouais, c'est pareil pour Le Monde. Toi aussi, tu as bien apprécié. Moi j'ai adoré, c'est je pense le seul que j'ai vu 2 fois au cinéma cette année. 2 Pour le fois, coup, ouais. un des rares films qui exploite bien une salle IMAX aussi. Et je l'ai trouvé plein de complexité, en même temps d'une simplicité redoutable dans ses dialogues, sa manière de raconter les choses, sans Ouais. fioriture. On est parfois perdu dans les films de Nolan, et Nolan est justement l'échec commercial de Tenet, et peut-être trop de complexité. Ah bah, À un c'était moment donné, aussi la période, hein, tu c'était perds Covid. des gens. Oui, non, mais C'était c'est pas certain. Mais enfin, moi, je pense que Tenet était un grand film, mais par contre, il est complexe, et, Ah oui. et là, il y a un côté peut-être plus facile à suivre, mais en même temps avec énormément de choses à l'intérieur. Et moi, j'ai trouvé que c'était Une vraiment... intelligence dans le propos, dans le montage, en fait, c'est Ouais, tout. puis la partie 2, elle est vraiment Elle est géniale. trop Elle bien. ajoute un côté thriller, et en même temps, comme tu dis, un point de bascule dans ce monde Ouais. qui maintenant va devoir faire de la petite politique et de la stratégie aussi, Tout à parce fait. qu'on ne pourra plus juste s'entretuer les uns les autres parce que ça devient trop important. Donc il y a vraiment cette partie-là qui est hyper intéressante, et qui nous rappelle un peu tout ce qu'on voit. Le montage reste un des grands points forts des films de Nolan. Nolan, ouais. La temporalité aussi, mais avec moins de fioriture que d'habitude. Et je trouve que là, Bah, il rentre dans le registre cinéma d'auteur au sens positif du terme. Ouais, au grand cinéma d'auteur, mais de divertissement aussi. C'est là où il est très, 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 très bon. Il a toujours été bon là-dedans. Et puis, je tiens à souligner un truc qui est très malin de sa part, c'est qu'il sait qu'il y a beaucoup de personnages secondaires qu'on va pas retenir les noms. Et alors, il nous met des acteurs très connus et très reconnaissables qui ont des gueules de cinéma pour qu'on se souvienne, ah oui, lui, c'est celui qui ressemble à Robert Downey Jr. et compagnie. Et dans un autre cas, ça pourrait desservir le film. Et là, c'est un vrai outil qu'il a utilisé en faveur de ne pas bloquer son récit. Franchement, chapeau. Moi, je trouve que c'est l'un des plus grands films de cette année. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Ouais. Barbie, de son côté, c'est une autre. Alors, il faut savoir que Barbie, c'était le film que j'attendais le plus de l'année parce que moi, j'adore. C'est comme à l'époque où il y avait le film Dora l'exploratrice qui est sorti. C'est un film où tu ne sais pas ce qu'ils vont bien pouvoir faire avec ça. Et du coup, moi, ça attire attise ma curiosité. Ça peut plutôt. attirer aussi. Ça attire mon culot. Visiblement, c'est ce que j'allais dire. Mais ça attise surtout ma curiosité. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? En plus, au début, on avait, je crois que c'est Amy Schumer qui était sur le projet. Ensuite, elle est partie et ça a été remplacé par. Enfin, elle a été plutôt remplacée par Margot Robbie, qui est évidemment, elle semble taillée pour le rôle. Mais quel rôle? En fait, on savait pas trop ce que ça allait nous proposer. Et en fait, on se retrouve face à une fable féministe, mais très justement dosée, en plus avec une réalisatrice, Greta Gerwig, qui est extrêmement douée. Elle vient du cinéma d'auteur et elle fait en fait d'un certain côté son cinéma d'auteur avec ce blockbuster. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de Barbie? J'ai vraiment adoré aussi. Quand je suis sorti de cette semaine Barbenheimer, j'avais vraiment du mal à choisir lequel des 2 films j'avais préféré. Ouais. Finalement, je pense que Oppenheimer est devant, mais de genre 1%. J'ai vraiment bien aimé Barbie. J'ai trouvé que ça faisait aussi un peu une belle porte d'entrée au féminisme, en fait. Ça pose vraiment des questions et comment on appelle ça, de la sensibilisation de base au féminisme que je C'est pense marrant, beaucoup un homme en 2023 qui ne sait pas exactement. Attendez, comment vous dites déjà Comment vous les dites les émotions femmes des meufs déjà là? Attendez, il faut que je le revoie. Je me demande que l'endométriose n'est qu'un concept abstrait inventé par des femmes. Il faut que je revoie le film parce que c'est vraiment plus clair dans ma tête. Genre, Oppenheimer, c'était beaucoup plus simple. Non, ouais, oui, c'est vrai. Gérard que ça fait de la Depardieu m'a tout sensibilisation. Ouais, c'est vrai que Non, mais c'est vrai que c'est une belle sensibilisation, je trouve. Par contre, pour moi, c'est pas un film pour enfants. Enfin, Floris, qu'est-ce Non. que t'en penses? Bah, ça peut l'être. Moi, un peu comme toi, je pensais qu'ils allaient en faire une énorme merde. Alors du coup, j'étais curieux. Bien sûr. J'aime bien me sentir plus intelligent quand je trouve des trucs simples qui sont pas faits pour moi, et intellectualiser les choses qui doivent pas l'être. Donc du coup, j'étais ravi. Et finalement, bien coincé à la fin parce que ouais, c'est un bon film, malheureusement. Bah, oui. Je dis malheureusement, il y a quelque chose quand même de l'ordre du capitalisme qui n'a pas de race, et qui donc du coup peut, si ça lui rapporte de l'argent, se moquer allègrement de lui-même, et c'est ce que fait ce film. Donc je ne sais pas à quel point c'est brillant et à quel point c'est dangereux, parce que c'est quand même souvent un film dont le but est fait pour que les choses ne changent pas à la fin. Et après voilà, il y a plein de bonnes idées, c'est une très belle manière d'intégrer ce monde de Barbie. Ça aurait pu être ridicule, et ça ne l'est pas du tout. Très C'est créatif. certainement moi j'ai jamais vu une aussi belle propagande pour que des hommes puissent prendre conscience de ce que ça fait dans un monde de femmes. Cette mise en image là, elle est exceptionnelle, elle est rare et précieuse, et je pense qu'elle l'est surtout pour les jeunes hommes aussi. Nous, on bien va sûr, dire qu'on a ouais. peut-être eu plus de temps dans nos vies pour se soucier de ces problématiques-là, si elles nous intéressaient, et faire des prises de conscience. En revanche, des jeunes hommes, des jeunes enfants même, auraient été confrontés à un monde et une mise en image qui n'avait pas cette complexité-là, ou en tout cas ne leur permettait pas de se mettre dans la peau d'un homme s'il était une femme. Et je trouve que c'est vraiment brillamment mis en scène. Après, il y a des faiblesses, je trouve, dans ce film, notamment toute la partie Will Ferrell, etc. La partie qui se veut comique, je la trouve vraiment inutile et Lourd. dommage dans ce film.
film qui est plein de subtilités et je trouve qu'elle n'était pas forcément pertinente. Et en sortant du film, bah voilà, j'avais aussi plein d'autres critiques que j'ai oubliées, ce qui veut dire que ça reste quand même un bon film puisque j'ai oublié pourquoi je ne l'aimais pas trop. Puis moi, il y a des moments où je me suis senti un peu visé et je pense que c'est le but, mais c'est vrai. Tu veux dire le mec qui explique le cinéma ? Exactement. Moi, j'avoue que je me suis vraiment senti visé, le mec qui explique à sa meuf du truc des Cinoche. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Du coup, je lui explique. Puis le fait qu'elle fasse tout semblant, tout en sachant très bien, etc. C'est magnifique. Enfin, franchement, ça remet les pendules à l'heure. Et c'est malheureux qu'il faille attendre 2023 pour avoir un film grand public qui ose en parler frontalement. Bravo à Warner d'avoir greenlighté. Cela dit, c'est un peu, si on devait résumer la tendance 2023, et je pense que le milieu de l'émission est le moment pour le faire, c'est vraiment une année de personnages féminins forts. Et je pense pas avoir vu aussi un film en 2023 où il n'y a pas un homme qui pleure à un moment, etc. C'est des sujets qui ont été amenés à partir des années 2020, mais là, c'est vraiment systématique. Il n'y a pas une production dans laquelle on voit pas un homme qui montre ses sentiments et sa sensibilité et ses faiblesses, et une femme qui a un poste fort, quitte d'ailleurs à traverser la réalité, comme ça a été le cas dans la série Tapi, par exemple, de Tristan Segala, où le personnage de la femme de Tapi se retrouve complètement réinventé parce qu'en 2023, il faut produire un film n'est pas bankable s'il n'y a pas un personnage féminin fort, quitte à réinventer la réalité. Parce que quand on raconte l'histoire et quand l'histoire a empêché à des femmes d'être fortes, ou en tout cas d'être connues pour être fortes, on n'a malheureusement pas la documentation ou pas la possibilité de raconter ces histoires-là, donc on les réinvente un peu. En tout cas, je trouve que c'est vraiment symptomatique de cette année très féministe au cinéma. Et ça, c'est plutôt bien. On va voir si on continue dans cette lancée, vu les déclarations du patron de Disney, mais on reviendra à Disney parce que c'est quand même une sacrée année. Moi, je voulais juste finir avec Barbenheimer en disant qu'il y a un grand perdant du duel Barbenheimer, c'est la Paramount avec Mission Impossible qui sortait une semaine avant tout ce Barbenheimer, et c'est vraiment un échec. On s'est considéré comme un échec. Alors, il a réussi à rembourser son budget, mais ça ne veut pas dire qu'il est rentable pour autant, parce qu'il y a encore toute la partie marketing qui est derrière, qui était assez conséquente. Donc non, mais souvent, il y a encore les droits télé d'exploitation en streaming, etc. Donc les films, c'est quand même très rare que des films ne remboursent pas leur budget. Là, en tout même cas, quand ce sont des échecs, c'est juste un échec pour le capitalisme, c'est ne pas avoir fait x12. Mais oui, mais globalement, surtout, la notion du budget, on y reviendra, et de la rentabilité. Mais aux États-Unis, ils sont très américano-centrés. Et si sur le box-office qu'on appelle domestique, c'est-à-dire celui qui est sur le sol américain, il n'est pas déjà à une hauteur assez conséquente, alors c'est considéré comme un échec. Oui, parce que c'est, je pense, le box-office qui rapporte le plus, il y a moins d'intermédiaires, alors que dans les distributeurs internationaux, ils prennent une bonne partie de l'argent, et c'est sûr que pour des actionnaires d'un studio de cinéma, effectivement, si tu t'attends à avoir des revenus à la fin de l'année, notamment pour financer et engager d'autres projets, et que tu les as pas, ça crée un problème, évidemment. Oui, et ça a été un véritable échec, Mission Impossible. Ça a été une conjonction de problèmes aussi, puisque de mémoire, en tout cas en France, Oppenheimer a monopolisé toutes les salles IMAX, qui sont comme des salles grand spectacle. Mission Impossible est un peu taillé pour ce type de salle-là, même si je suis pas certain qu'il soit beaucoup tourné en IMAX dans les scènes qu'il propose, mais ça fait partie de la salle spectacle. On a envie de l'aller le voir en IMAX, on peut pas, puisque Oppenheimer a acheté le monopole pendant tout le mois d'août. Et du coup, c'était déjà compliqué de le voir. Il a dû être exploité une semaine en IMAX. Une semaine uniquement. Et en plus de ça, moi, je pense vraiment que c'est un film qui a échoué parce que c'est un mauvais film. Alors moi je trouve pas que ça a été un mauvais film. Moi j'ai même plutôt bien noté parce que j'ai trouvé que le contrat était complètement rempli. J'ai été hypé pour la partie 2 qui au final sera pas une partie 2 suite à cet échec. Ils savent pas trop comment le marketer. Ouais, c'est vraiment une galère absolue. Moi je trouve qu'il s'est pris un torrent de ringardise par l'arrivée imprévue dans la tête des scénaristes de la réalité de ChatGPT. C'est un film qui traite de l'intelligence artificielle, etc., comme plein d'autres films avant lui, il faut quand même le dire, qui le traite plutôt de manière intelligente, sauf que la réalité avait rattrapé le film. Donc moi au moment où je le vois en août, je me dis ouais, en fait, ils sont à côté c'est pas du tout un film qui va être en capacité de prévoir un monde et de faire remettre en cause des choses, parce que ces choses, elles existent déjà, c'est déjà mon présent. Tourné en plus, alors c'est ce que je pense tu as aimé, avec ce côté kitsch de la série. Bien sûr, il y avait le côté méchant de James Bond, un peu kitsch ou net, j'aime beaucoup. Mais pour le coup, j'avais beaucoup plus aimé ça dans un des derniers James Bond dont j'ai oublié le nom, où c'était tourné un peu à l'année 70-80, etc., où il y avait plein de références comme ça, un peu le film qui rend hommage au film de cette époque-là. J'avais trouvé ça plus subtil dans la manière de faire du James Bond que là où j'ai trouvé ça un peu lourdingue, et surtout le scénario m'emmenait nulle part, et je sais que c'est probablement un peu assumé que ça nous emmène nulle part. Il t'amène vers une partie 2 il t'amène vers une partie 2, mais alors du coup j'aurais préféré voir tout en un seul film, je crois, et qu'on me réinvente une histoire. Alors je suis pour le coup un grand fan des Missions Impossibles jusqu'à présent, je les avais tous aimés, et c'est vraiment un que j'ai le moins aimé. Alors moi j'ai beaucoup aimé, mais j'analyse pas du tout l'échec comme toi, parce que je pense que le grand public a encore cette image d'intelligence artificielle ultra puissante qui peut contrôler le monde. Moi je pense que
l'échec du film, il est dû à un phénomène que les Américains appellent jump the shark, qui veut dire en fait, alors c'est basé sur une vieille série ou je sais pas quoi, où à un moment le héros il faisait plein de cascades et il saute par-dessus un requin. Et ça veut dire quand une saga jump the shark, c'est qu'elle va un peu trop loin. Et là, c'est le film où ça va trop loin. Le coup des menottes dans la voiture, qu'ensuite la voiture elle fait un roulé-boulé et ensuite ils échangent de place. Enfin, c'est un cartoon. Ah bah alors moi, c'est ce que j'ai aimé dans ce film. C'est marrant, on est vraiment. Le passage Moi, avec la petite voiture. Ouais. Mais non, mais j'ai trouvé ça drôle, mais c'est plus Mission Impossible. Ouais, Plus, c'est exactement ça, c'est je une suis d'accord péripétie de avec toi, Marvel. C'est une péripétie de Marvel. C'est pas une péripétie ancrée dans le réel. Et Franchement, quand tu regardes l'émission Impossible, il y a quand même à chaque fois une surenchère Oui. de cascades qui rend le truc à la fois drôle. Il y a ce flegme, etc. Et moi, j'aime l'émission Impossible pour ce côté. C'est des cascades, il y a une surenchère, c'est drôle, mais en Le même côté temps premier jump the degré, shark. etc. Bah ouais, moi je l'ai aimé Bah, dans les anciens. Je l'ai aimé là. C'est les deux scènes que j'ai vraiment aimé, c'est celle-là et l'interminable scène de train, sans vouloir spoiler, qui du coup est drôle parce que bah elle se termine pas et que c'est ça qui rend le truc. C'est justement Mais le jeu sur la surenchère et aller toujours plus loin Mhm. qui fait l'émission Impossible. Moi j'avais Wagon adoré par wagon le par précédent wagon par avec wagon, sans vouloir les spoiler. hélicoptères, les avions, les machins, les trucs, etc. Mm. Putain, mais avec un budget démesuré, etc. Moi j'avais beaucoup aimé le précédent. Je trouvais que justement ça allait tellement trop loin que ça rendait le truc acceptable. Bah, et moi, j'aime bien. j'y crois pas quand je regarde Mission Impossible, donc 7, je crois que c'est, ou le 8, je sais plus. Bah, je trouve qu'on n'y croit pas. Le On simple sait fait qu'ils que vont ça n'a pas marché, je pense Ouais. pas que les gens n'ont pas vu, enfin ils sont pas allés au cinéma, donc ils ont pas vu cette scène. Enfin, Oui. c'est difficile Oui, d'expliquer il y a l'échec aussi d'un ça, film c'est vrai, ouais. par le fait Parce que du d'une coup, scène dans qu'ils le n'ont pas même pu mois, voir. il y a quoi. eu Oppenheimer, Barbie et Mission Mais c'est Impossible. Je veux dire, les impossible, gens n'ont pas tout à fait. tous la même carte que nous, surtout Bah, qu'il y en a plein qui ont des enfants Bien ou sûr. des ados et qui du coup ne peuvent pas se permettre Et ils d'avoir savaient- 3 films. Bah oui, ils Il savaient fallait déjà qu'ils allaient en choisir, voir fait. 2. Ouais. Exactement. Donc, Mais ouais. c'est une temporalité aussi, ou peut-être que justement, dans ce déluge aussi de films féministes, de plein de propositions différentes, plus chez Nolan, etc., bah, c'était probablement la proposition la plus faible. Je le pense aujourd'hui encore. Entre les tel quel. trois, Entre les trois, Ah si oui, je dois complètement. faire un choix, Mhm. celui qui va me hyper le plus, c'est pas le volet numéro 7 ou je ne sais combien De Mission Impossible. d'une Ah, mais série que complètement. j'ai déjà vue, dont je sais Eh que bah, je pourrais c'est la revoir Parfait. en Blu-ray ou en streaming, etc. Mm. Ce que j'ai envie de voir au cinéma, c'était l'une de ces deux nouveautés incarnées par les films dont on a parlé au Et début. c'est parfait ce que tu dis, ça me fait une transition pour Arnaud qui tousse, évidemment, ça c'est moi. un grand classique dans cette émission. C'est mon best-of de l'année. On lui souhaite bon courage et on espère que tu seras là l'année prochaine. mais non, ça me fait une parfaite transition pour moi j'ai dit que c'était l'année du ras-le-bol et je pense vraiment que ça y est, on est arrivé au point où on en a marre des franchises, en tout cas des franchises qui durent depuis le début des années 2010. Marvel s'est complètement planté cette année. D'ailleurs, c'est une mauvaise année pour Disney en général. C'est je crois que c'est leur pire année, alors que c'est l'année des 100 ans. Il n'y a pas un film qui a dépassé le milliard, à part Les Gardiens de la Galaxie 3, mais il y a une raison, c'est que pour le coup, c'est avant tout un excellent film, Les Gardiens de la Galaxie, Je avec l'ai un pas très vu, bon je l'ai réalisateur. écouté. Alors, je vous conseille de le voir avec un paquet de mouchoirs parce que vous allez chialer toutes les Oh. 47 secondes dans ce film. C'est un film formidable et il a fonctionné parce que on a un noyau qui a une sympathie du public qui est intacte encore. Et pour le coup, c'est pas non plus le 7ème, quoi. Non, en plus, c'est ça. Et l'ironie là-dedans, c'est que James Gunn, le réalisateur, il part à la tête du studio DC. Donc, le seul réalisateur qui leur a apporté de la providence cette année, il s'en va chez la concurrence. Donc, c'est Non. quand même assez ironique. Il devient patron de DC, James Gunn. Donc, voilà. Disney qui peine à nous faire retourner en salle pour voir ses héros et qui peine tout simplement aussi à mettre certains de ses héros en salle parce qu'il y a Marvel mais il y a aussi Star Wars. On n'a pas vu de film Star Wars depuis très longtemps au cinéma. Beaucoup de séries, pas de films. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez. Série mais- qui du coup ne porte pas les films, c'est aussi Non, je mais en pense, une plus, des c'est leçons ça, à tirer ouais. de cette série d'échecs au cinéma en tout cas, c'est que le fait de produire des séries pour le coup pour certaines plutôt quali sur Disney+ Bien sûr, n'amène ouais. pas une audience au cinéma pour voir la suite. Et c'est justement là que je voulais en venir. C'est même contre-productif. La stratégie Disney+, qui était parfaite pendant le Covid, est un échec total. Ça fait mal à toute leur franchise d'avoir... Imaginez, là, on vient d'avoir le cas The Marvels qui est sorti au cinéma. Alors, on a à l'intérieur, on a Captain Marvel, qui est un héros qui est installé de grand écran, mais en co-star, on a Kamala Khan, donc le personnage qui est joué par Iman Vellani, qui a été introduite dans une série Disney+, Miss Marvel. Alors déjà, premier problème, il faut avoir vu une série pour comprendre le film. Exactement. Et- On n'avait pas vu.
Enfin, que moi, j'avais pas vu. Est-ce qu'il faut avoir vu la série pour comprendre le film ou est-ce que c'est pour comprendre le personnage Ouais. surtout et même parce que des fois tu sais il y a ce côté on croit que mais c'est suffisamment bien écrit et pour le coup on peut pas enlever à Marvel sa capacité d'écrire dans des Bien sûr, univers oui, et des produits audiovisuels différents, des histoires qui s'entremêlent extrêmement bien, ils ont ce génie là. Mais alors Et au-delà de parfois ça, ça ne sert à rien, ça fait juste peur et c'est vrai que quand t'es un peu perfectionniste, c'est vrai que moi je vais avoir pas fort tendance à me dire comme j'ai beaucoup de mal à voir un 2 si j'ai pas vu le 1, bah à me dire ah mais là j'y vais pas parce que j'ai pas du tout l'univers. Moi Marvel ils m'ont perdu mais il y a déjà un moment et du coup je n'ose plus aller au cinéma parce que j'ai l'impression que je vais pas du tout mais comprendre. bien sûr, mais Alors c'est que normal. je pense que si, Mais je vais quand même passer un bon moment de divertissement, mais ça me génère Mais ce côté. putain. Tu vas pas profiter de l'expérience cinéma parce qu'en fait, bah, il y a tellement de choses à voir et comme t'es pas à plein temps Marvel, bah, malheureusement, tu peux pas profiter à fond, quoi. Bah, dans The Marvels, il nous présente Kamala Khan comme une héroïne qui est installée et qui et le problème c'est que cette image de série télé déteint sur son personnage parce qu'en fait les gens se disent bah, si je veux voir plus de Miss Marvel, bah, j'attends de le voir chez moi. Enfin, il y a aucune raison pour moi d'aller me déplacer au cinéma. C'est une héroïne de télé et Captain Marvel. De base, elle n'a pas un capital sympathie énorme. Bref, Mais c'est comme un quoi, échec. on se contredit aussi nous-mêmes parfois dans nos manières d'analyser les choses, où on a été parfois les premiers à dire que cinéma, télé, finalement, c'était juste un canal ou une manière de voir les films, mais que certains films, enfin, on était souvent contre la temporalité. On disait, Oui, on- la à chronologie nous, des à nous médias, de ouais. décider si on a envie de voir un film en mode grand spectacle pour le plaisir, ou si on souhaite le voir chez soi, parfois en plusieurs fois si on le souhaite, etc. Tout On à fait, défendait ouais. plutôt ces idées-là en disant que le produit audiovisuel, c'était la création, et puis qu'après, le moyen de le voir, c'était la liberté de chacun. Et en fait, finalement, dans nos analyses maintenant, parce que c'est toujours plus facile d'analyser des échecs que de prévoir Et bien ce qui va se sûr. passer, Ouais, ouais. on se rend compte qu'il y a quand même un cloisonnement comme il y a toujours eu entre ce qu'on regarde à la maison, entre le côté premium d'un film et le côté plus accessible, on va dire, d'une série, qui plus est une série. J'allais dire gratuite, elle n'est pas gratuite, mais inclue dans Bien l'abonnement. sûr, donc ouais. ce qui Et ne puis, change pas il y un a choix tellement un économique. cloisonnement que des fois j'ai l'impression qu'ils cloisonnent aussi les films avec les séries. Par exemple, quand je suis sorti de The Marvels, j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de clins d'œil à Secret Invasion, avec par exemple, Ouais. sans vouloir spoiler, Fury qui est dans son espèce de vaisseau Oui. stratosphérique, ou encore les Skrulls, et tu te dis bon bah il me manque des pièces, donc je vais regarder Secret Invasion, chose que je n'aurais sans doute pas dû faire parce que j'ai perdu pas mal d'heures de ma vie. J'ai pas du tout aimé cette Horrible série. Horrible. Ouais. Pour au final me rendre compte que les deux n'étaient pas du tout liés en fait, et que du coup on me fait Pour des le clins pour le d'œil coup, à en une termes série de qui marché, n'existe pas. en termes de marketing, ça a fonctionné pour le coup. le coup, en- Ouais, mais ça ça a a fonctionné ouais. sur très peu. C'est mais ça vraiment une fonctionne année en catastrophique. plus à l'envers parce que ça fonctionne dans l'idée qu'on n'a plus besoin de Disney Plus parce qu'il y a que de la merde dessus. Enfin, Ouais, voilà. un peu ce c'est- côté-là c'est- où à part Non, mais- Mandalorian, c'est compliqué d'avoir une série phare sur Disney Plus. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, je le prévois, je me tente une prévision, mais attendez-vous à payer beaucoup plus cher Disney Plus l'année prochaine parce qu'il va falloir réussir à combler Mhm. ce manque énorme. Mais vraiment, c'est catastrophique. Hein. Même Wish, ça marche pas. Il y a rien qui fonctionne chez eux. Ils n'ont pas réussi à attraper la rampe qui a été démarrée par Spider-Verse qui nous a bien prouvé que le spectateur voulait en prendre plein les yeux, voir autre chose. Et le style Disney, c'est fini. Et là, ils ont tenté un truc mi-figue mi-raisin avec Wish. Certains aiment ou quoi, mais c'est pas la révolution. C'est pas je dois aller au cinéma pour voir ça. Ah non, Et ils n'ont c'est pas ça le fait de problème. film fort. En même temps, comme on le disait la dernière fois, ils sont en période de transition. Le retour de Bob Iger va pas porter ses fruits immédiatement. Et peut-être que le visionnaire d'une époque n'est peut-être mais- pas pour être la même personne, le visionnaire de Je suis l'époque de persuadé que demain. c'est pas la bonne. Parfois, on peut pas être visionnaire deux fois. Hein, et Bah c'est non, le cas non. de beaucoup de chefs d'entreprise d'être brillants à un moment donné, et puis après de pas voir qu'ils ne le sont plus et qui sont plus en phase avec le monde, etc. Et c'est aussi très difficile. On dit souvent le monde de l'entreprise aujourd'hui, ce sont les rapides contre les lents. C'est très difficile quand on a la taille du géant Disney de devenir rapide, à comprendre le monde, à cerner ce que les gens veulent voir et à se réadapter. Quand on a un modèle économique qui concerne autant de gens et autant d'implications, parce qu'il y a tout l'écosystème aussi, produits sûr, dérivés, ouais. parcs d'attractions, etc. L'équilibre de Disney, il est tellement basé sur ce modèle-là que dire du jour au lendemain, on remet tout à plat et on refait un test. En fait, derrière, il y a des gens aussi. Enfin, je veux dire, ça reste des chefs d'entreprise. On le disait, on le suggérait en début d'émission pour Arnaud qui découvre le marketing et que le cinéma n'est pas que de la réessai. Derrière, ce sont des grandes entreprises qui font des films pour assurer une stabilité économique ou une croissance économique. Et ce n'est qu'un outil. Si demain ils doivent faire autre chose, ils feront Mais autre chose. bien sûr. ouais. Donc le virage qu'ils doivent prendre, il faut Il est aussi être indulgent. Ils vont pas pouvoir le prendre en un jour. Ah ben c'est un énorme bateau. Ah, et en parlant d'énormes bateaux, alors moi je vais vite, il reste un petit quart d'heure, j'ai 2-3 questions à vous poser encore, mais il y a la Paramount donc qui a eu cet échec avec Mission Impossible. Un autre échec avec une franchise qui avant est dépassé le milliard, c'est Transformers. Ça n'a pas du tout marché, le Transformers Rise of the Beast. C'était un très mauvais film, je suis allé le voir pour vous. Et moi qui adore les voitures qui se transforment en robots, j'étais pas du tout heureux. Enfin, il y a des phrases qui sont horribles, ça marche pas du tout, la fin est catastrophique. Et il se trouve que Paramount, ils ont
sorti leur service Paramount+, eux aussi. C'est pareil, du Moi, mal je à y pense croire que- aussi. Hein. mais À non, un mais- moment donné, il va falloir qu'ils produisent des films ou des contenus pour ce service-là, parce qu'aujourd'hui, l'offre, je la trouve un peu faible. Mais moi, je pense qu'elle est là pour valoriser la marque Paramount à très court terme, parce qu'en fait, ils sont en train de réfléchir à s'associer avec Apple. Donc peut-être que Paramount Plus va être intégré chez Apple TV+. Mais hier, nouveau rebondissement, ils réfléchissent au final à fusionner avec Warner. Donc en fait, rien n'est encore joué, Ouais. plutôt. Ouais, j'arrête pas de lire des informations un peu contradictoires aussi sur Paramount+. Le fait est qu'aujourd'hui, j'en entends personne dans la rue. Alors, bon, j'y suis peu dans la rue, c'est vrai. Mais Mais plus dire dans la qu'est-ce que t'as regardé sur Paramount+, t'es abonné à Paramount+, j'ai l'impression que si on te l'a pas offert, c'est Mais vraiment non, un truc. bien sûr. Quand tu Ouais, vois ouais, même ouais. limite des 4x3 qui annoncent Paramount+, ou des culs de bus comme on lit dans le Personne n'a marketing, envie machin, d'y aller. on se dit mais ils ont craqué ou quoi. Enfin, Mais bien sûr. vraiment, la Ouais. promotion autour de ce service-là paraît surréaliste par rapport à ce qu'il y a dedans. Non, mais- et puis ça a l'air très faible. Enfin, franchement, même je dirais si pas, moi. Disney, le géant Disney, a du mal à faire vivre Disney+, alors qu'il y a des milliers de contenus, etc., c'est bien que c'est compliqué de faire un service aujourd'hui, de fidéliser autour. Et au passage, on a un acteur français qui s'appelle Mike Canal, qui s'en sort pas si mal dans la, Oui, dans la oui. catégorie streaming en ligne. Et pour le coup, on avait tous donné Canal un peu mort face à des Netflix, etc. Et je trouve que c'est, en termes marketing, puisque ça a l'air d'être le thème de l'émission, Évidemment. peut-être la promesse ou la chose qu'on a le plus envie d'avoir aujourd'hui. Alors c'est peut-être parce que je suis vieux et que j'approche bientôt les 40 ans, mais je trouve que dans ce qu'on a envie d'avoir, il y a Netflix et MyCanal avant Disney+, presque, et avant Paramount+, c'est certain. En tout cas, c'est vrai que la stratégie de Canal a été payante, mais Canal, c'est aussi quelqu'un qui finance le cinéma français, et ça nous fait une très belle transition. Je Tu m'auto-congratule. n'étais pas là pour rien, si je peux me permettre de m'auto-gratuler aussi. Donc, Du coup, voilà, alors c'est le moment de reparler de Yannick. Alors ça, pour moi, c'est alors, moi, un de mes tops. avant Yannick, juste Ouais. pour faire cette transition avec le cinéma français, je trouve que moi, le côté Marvel et compagnie, je veux dire les suites à l'infini, etc., Ouais. m'a dégoûté du cinéma, mais pas que cette année, mais déjà depuis plusieurs années. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le cinéma n'avait à proposer que soit des films français moyens, généralement dont le modèle reposait sur un financement par une région ou un département, Une chaîne de donc télé. avec des héros parisiens qui allaient à un moment donné dans le scénario, en campagne pour se réinventer, redécouvrir leur personnalité profonde et changer leur vie. Et on savait que c'était déclenché par le financement des films, qui est certes le CNC, etc., etc. Un acteur bankable pour que ça marche en télé, une chaîne qui veut un tel type de format, un happy ending, et puis une région qui veut du territoire. Et on savait que ce modèle-là, il était un peu passé. Donc c'était soit aller voir dans un multiplex, dans une petite salle, un film français que j'avais l'impression d'avoir déjà vu 100 fois, soit aller voir une des multiples séries à grand spectacle, mais dont je commençais à me lasser un peu de ce grand spectacle. Et j'avais perdu l'envie d'aller au ciné, et j'étais à fond plutôt Netflix et plateformes, parce que justement l'écriture sérielle apportait ce renouveau et ces enjeux permanents, cette manière d'amener du climax à chaque fois, etc. Oui, c'est clair. Avec ouais. des fois des pertes de temps un peu énormes, parce qu'on est déçu par des saisons 2, par la fin d'une série aussi, etc. Mais j'étais plutôt passé de l'autre côté. Et le coup marketing de l'été m'a fait revenir au ciné, mais aussi, et je pense qu'on le doit beaucoup au cinéma français, qui n'est plus ringard, Ah, ni mais dans sa manière de totalement, tourner, ouais. d'étalonner, de filmer et tout. Les talos, c'est quand même beaucoup important dans un film pour que ça ait la gueule d'un film. Et souvent en France, on ne savait pas le faire. Maintenant, ça tourne tout en numérique. On n'a rien à envier aux Américains. On a des pools d'auteurs, on sait écrire à plusieurs aussi, etc. On a des grands réalisateurs. Et moi, dans mon top des films que j'ai retenus et que j'ai eu envie d'aller voir au ciné, il y en a peut-être une dizaine qui sont français. Enfin, mais il y a c'est vraiment ça qui eu est des ouf. bons films français cette année et qui c'est pas je me force à aller voir un film français qui est un sous-film américain. Il y a eu de très bonnes propositions et Mais très originales. Totalement. Alors, on a eu parmi les très bonnes propositions, on a eu le règne animal. Bah, Ça, on c'est- peut reparler de Yannick si je Ah veux. bah, ok. Non, On bah, a vu ni le règne animal ni Yannick. Ah, t'as vu aucun des deux? Non. Ah bah, Bon, toi bah, adorerais les deux, je pense. je pense, Floris, du coup, alors Yannick, pour resituer, c'est un film de Quentin Dupieux, hein, Monsieur Oiseau, qui est un super réalisateur. Il a fait Rubber, il a fait Wrong Cops, il a fait plein de choses incroyables. Je le ramène dans la boucle juste pour pas passer outre parce que je trouve que c'est tellement une proposition atypique que j'ai envie d'avoir ton avis dessus. Mais Pour Yannick. Ah mais bien sûr. Écoute, Yannick, ça a été aussi pour finir de le resituer, 1h08, enfin très court film sur un mec qui arrive, qui est spectateur d'une pièce de théâtre. La pièce de théâtre est nulle et il le fait savoir. En fait, il se lève, il dit les Et gars, ça, moi c'est je le nul à savais chier. même pas en regardant le film. Ouais. Tu vois, j'avais vraiment aucun background et du coup, Mm. c'est filmé assez longtemps comme une sorte de vaudeville. Oui, dont- tu te dis mais qu'est-ce donc, que c'est? Tu sais qu'il Ouais. est mauvais, mais il est quand même bon parce que Quentin Dupieux, c'est quand même un mec marrant et absurde et donc du coup, il filme du théâtre pendant 10 minutes et tu te dis mais ça va être du théâtre filmé tout long. En plus, ce film est réalisé en 4 tiers, donc
que c'est particulier. Enfin, le format est vraiment très atypique et je savais même pas qu'à un moment donné, il ça y avait un allait, mec qui allait dire, écoutez, j'ai bien ouais. l'impression que vous jouez de la merde. Ouais, et en plus, toute la pièce, tout le film, c'est pas une pièce du coup, mais tout le film va reposer sur ce mec qui dit mais moi j'en ai pas pour mon argent et voilà, moi je me suis déplacé pour venir et vous devez, comme on râlerait en fait d'un chef, dans un resto, restaurant, voilà, la c'est métaphore ça, que ouais. lui donne Ouais. d'un plat qui serait pas bon, bah il dit mais moi je réclame le droit de pouvoir me lever, ce qui est formellement interdit évidemment dans le théâtre et même C'est par la- extension dans le cinéma, à l'extension oui. des gens qui vont voir Wonka Par exemple. un dimanche après-midi, mais sinon il brise Non, mais- cette règle-là et ensuite Dupieux va jouer avec tous les axes, je trouve, de cette salle qui est un huis clos vraiment. Il va exploiter son décor à 100% et en plus il est vraiment beaucoup aidé par le talent de Raphaël Quenard qui est il est génial. la révélation de l'année. Je l'avais pas vu avant à ma connaissance. Et Moi, je il me trouve semble qu'il est que je l'ai formidable. vu. Je pense que c'est lui dans Family Business, mais Ah, c'est possible. je crois que c'est lui. En tout cas, il y a vraiment un mec qui a la même prosodie que lui, Ouais, etc. c'est Et vrai je que- pense que c'est lui. J'ai pas été vérifié, mais avec le même genre de vanne pour le coup. Ouais. Et vraiment, il sort ses répliques avec un talent fou. Moi, c'est dans mon top de l'année. Et je trouve que c'est un des plus grands films que j'ai vu cette année et un des plus courts aussi. Moi, j'ai rigolé Faut tout le long absolument parce Ouais, que c'est oui. complètement absurde. C'est à Et des mourir fois, de rire. des fois, Dupieux, c'est tellement absurde que ça te perd un peu. Oui, c'est Et là, c'est indigeste vraiment parfois. un film qui Ouais. est basé sur une idée géniale. T'as l'impression presque qu'ils l'ont tourné en un après-midi dans un endroit. C'était etc. très rapide. Hein, ouais. J'imagine que c'est L'écriture assez et le rapide. tournage, ouais. Mais en fait, l'idée est tellement géniale qu'elle interroge, elle pose plein de questions Mm. et en même temps, elle fait intellectualiser tous les gens qui ont envie d'intellectualiser. Le côté branlette intellectuelle, tu peux Oui. l'avoir parce que c'est derrière aussi un film de lutte des classes sociales. Bien etc. sûr. Ah, alors là, ouais. De l'importance du spectateur moyen dans toute la production culturelle d'aujourd'hui, parce que là, on voit bien ce grand théâtre, mais qui est à moitié vide, etc. Et en fait, du coup, c'est quelque part un peu un pied de nez, un peu à la Banksy qui vient montrer C'est dans vrai. une salle d'enchères. Je trouve qu'il y a un peu ce côté Banksy dans ce film-là, parce que c'est à la fois un film qui est facile à intellectualiser sous les thèmes sociaux, lutte des classes, etc., etc., et qui en même temps raconte le fait que tout est tellement intellectualisé que les œuvres deviennent chiantes, et que donc du coup les gens qui payent, ceux pour qui ça représente quelque chose de payé pour aller les voir, ceux-là ne sont pas servis. Mais c'est- Et ce pied de nez-là, cette idée simple-là, simple, elle est rendue très brillante dans la manière dont mais c'est réalisé. c'est Et en huis formidable. clos, on sait à quel point c'est compliqué. Il va exploiter tous les angles pour dire des choses. Et vraiment, c'est. Et une galerie de personnages haute en couleur. J'aurais Et- regretté de pas l'avoir vu. donc. Mais oui, et c'est vraiment un film à voir. De ouf. Ah bah, il faudra que tu ailles le voir, Nono. Et les 5 dernières minutes sont ultra émouvantes. Enfin, il y a vraiment tout. Je trouve qu'il y a quelque chose qui passe dans son regard à la fin, à Raphaël Quenard, qui est bouleversant. Donc, franchement, sublime film. Et alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi. Alors, ça, vous l'avez pas vu, mais on va s'échanger les films qu'on n'a pas vus. Donc, il y a eu la proposition de Pathé avec Les Mousquetaires, qui est inscrite dans ce renouveau d'investir massivement dans des blockbusters français. On a Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet qui arrive l'année prochaine et dont une première image est sortie alors dans la nuit, je crois, parce que je l'ai vu en me réveillant. Et avec voilà des grosses ambitions. On a du plan séquence, on a des choses assez incroyables. Alors au final, un résultat mi-figue mi-raisin. Première partie très bonne, j'ai trouvé. Deuxième partie catastrophique. On retourne à l'époque de Vidocq. Si vous avez connu, c'est vraiment très mauvais. Du coup, j'attends de voir. Mais en tout cas, merci pour la propale. On repassera. On a eu Soudain Seul. Ça, c'est vous qui allez pouvoir m'en parler. Oui, J'ai rapidement. adoré Soudain Seul. Moi aussi, on s'en est pas Il parlé m'a- parce qu'on attendait que tu le vois pour en parler avec Alors, toi. ne spoilez mais pas. monsieur n'aime pas aller au cinéma. Donc voilà. C'est marrant parce que c'est une année 2023 qui m'a un peu réconcilié avec le cinéma français, justement. Comme disait très bien Floris tout à l'heure, je trouvais que le cinéma français se perdait dans des films un peu pseudo-américains, en fait, avec en plus un jeu d'acteurs que j'aimais pas du tout, qui arrivait pas à me faire oublier le fait que je regardais un film, en fait. Ouais. Et dernièrement, sur certains films français comme Bernadette ou Soudain Seul, j'ai vraiment adoré à la fois la mise en scène et le jeu d'acteurs, et surtout Soudain Seul, pour le coup, qui est un film. Moi, je suis une personne qui ne pleure jamais au cinéma, et ils ont réussi à me faire pleurer. Ah, quand même. Sans vouloir spoiler, Ah ouais. la scène où où ils crèvent de faim, ils doivent aller chasser des gentils petits manchots sur la banquise. Oh non. Oh là là, mais Oh, c'est horrible. Ils m'ont fait chialer, putain. Ah non. Parce que justement, t'as ce jeu d'acteur-là où tu te vois à la place de la personne qui, lui non plus, il a pas envie de tuer le manchot, en fait, Ouais. et tu t'y crois. T'as l'impression d'être avec je le eux vois, sur cette faut que je le vois. banquise-là. Maintenant que tu m'as Et dit que moi, ça tuait des oh là animaux, là. faut que je le vois. J'ai Évidemment. adoré. Non, mais c'est un film très surprenant parce que c'est un film qui est un peu à la croisée de choses qu'on a déjà vues. Il y a un côté Tom Hanks dans Ouais, dans voilà, Le Monde. Le voilà, Monde, mais, ouais. mais en fait, pas du tout. C'est l'utilisation d'une île pour faire un film de couple assez bête et qui interroge sur plein de sujets. Alors, il n'a pas été très bien reçu par la critique, ce film, parce Ok. que beaucoup de gens pensaient qu'il y avait sans doute mieux à faire avec cette île en Islande qui est magnifique, ses territoires, et puis que peut-être le jeu soit un peu convenu. Mais moi, je suis un immense fan de Mélanie Thierry. Je trouve que cette actrice, elle a une Elle est puissance. super. Je pourrais la regarder pendant très longtemps, ne rien faire, parce que je trouve qu'en faisant rien, elle fait quelque chose Oui, c'est vrai, ouais. qui est très fort, qui est de
l'ordre de vivre comme une actrice. Et il y a peu d'actrices, il y en a quelques-unes, mais qui ont cette magie d'être juste quelqu'un de particulier où il y a tout dans cette personne. Elle peut tout jouer et elle a beaucoup fait de théâtre, etc. Mais voilà, elle a une puissance de jeu. Et Gilles Lelouch, c'est un très bon comédien aussi, mais c'est pas le point fort de ce film-là. Mais ça ne l'est pas non plus dans le scénario, parce qu'en fait, c'est un peu l'histoire d'un couple qui va. C'est aussi un film 2023. C'est aussi un film qui montre le fait qu'une femme peut aussi, malgré ses apparences faiblesses physiques, c'est un peu le début du film, être plus forte que son homme qui pense avoir les bonnes décisions, mais ne les a pas tout le temps. Mais en même temps, c'est un film qui raconte la passion d'un couple et qui interroge beaucoup sur qu'est-ce que c'est qu'être chez soi et qu'est-ce que c'est qu'être en couple, qu'est-ce que c'est qu'être heureux, et avec des réponses qui sont assez intéressantes, je trouve. Donc il n'est pas parfait, comme en fait, je crois, l'ensemble des films français que j'ai pu voir cette année, il n'y en a pas un qui est parfait, ils ont tous des assez gros défauts, mais par contre, ils ont une originalité, ils portent un point de vue sur le monde et ils amènent à réfléchir, et c'est finalement ça d'être parfait. Enfin, c'est d'amener quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors il y a parfois des déceptions, parfois des lenteurs, parfois des longueurs dans tous les films, mais c'est moi un film, je trouve, ça vaut le coup de le voir parce que il y a que 2 personnes au générique et ça c'est assez atypique. Incroyable ça. On va devoir conclure. Alors je vais passer très rapidement, on va pas s'arrêter dessus, mais Le règne animal. Juste un mot sur Bernadette qu'il a cité Arnaud, que tu n'as pas vu je crois, mais qui est quand même aussi à voir, parce que je trouve, moi je le mets en parallèle de Barbie finalement. C'est vraiment le film féministe français, mais avec on va dire la manière de faire française, c'est-à-dire pas la démesure des budgets hollywoodiens, mais peut-être l'intelligence de scénario français. Bernadette qui raconte une histoire d'un personnage de Bernadette Chirac fantasmé, mais quelque part qui nous fait prendre conscience aussi que derrière cet homme politique que tout le monde connaît, il y avait une femme aussi que tout le monde connaissait à travers lui, et là on se passe du point de vue d'elle par rapport à elle-même. Lui n'est qu'un personnage secondaire, et toute l'histoire, vraie ou pas vraie, qui nous est racontée, elle est super chouette et très intelligente aussi. Et il faudra que je le voie. Le règne animal, c'est ce que j'allais dire. C'est un film qui, c'est un peu une bénédiction, parce que c'est un film qui prouve aux investisseurs que le cinéma de genre, il peut rapporter. C'était un très bon film. Je vous le conseille à tous. Sans doute un des meilleurs films français pour le coup. Je trouve un des plus parfaits de cette année dans ce qui a été proposé, parce que tout est original et en même temps jamais caricatural. C'est un film sur la différence qu'aurait pu être un film qui traite de manière caricaturale de la différence. En fait, chacun y voit, et on l'a vu à travers les débats qu'on a menés entre nous, même si on faisait pas d'émission à l'époque. On avait du mal à se mettre d'accord sur quel type de différence ce film-là traitait. Film qui peut traiter aussi des décisions politiques et de la résistance par rapport à ces décisions à une époque post-Covid. Film qui traite de la relation évidemment d'un père et de son fils. Ça traite de plein de sujets avec des effets visuels pour le coup très convaincant, pas tout le temps, mais globalement très convaincant. Il n'y a rien à dire là-dessus, et c'était une super proposition de cinéma. Je m'attendais absolument pas à ça, et en fait c'est une super surprise. Et on va terminer avec est-ce que vous avez eu un ou plusieurs coups de cœur cette année, rapidement, en citant comme ça, peut-être pour aider les gens à rattraper des grands films? On a passé du coup évidemment Barbenheimer, Oppenheimer et Barbie, qui étaient absolument incroyables. Et moi, dernièrement, je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais c'était Wonka. J'ai adoré ce film. Alors on s'en est rendu compte parce que Nono chante tout le temps les chansons de Wonka au bureau, c'est pour ça. Et que malheureusement il s'en rappelle. Il s'en rappelle parfaitement. Exactement, parce que ça rejoint ce que je disais, c'est vraiment un film inoubliable, enfin en tout cas pour moi, je trouve. Très bien. T'en as un autre? Non, là c'est vraiment mon top 3. Ok, d'accord. On reviendra pour le flop, monsieur. Oh oui, j'en ai un coup de cœur qu'on n'a pas mentionné dans cette émission-là, mais pour rester sur la thématique des films français, j'ai beaucoup aimé L'Abbé Pierre, qui est un biopic assez long, je crois qu'il fait quasiment 3 heures, dont le parti pris a été de raconter quasiment du début à la fin l'histoire de l'abbé Pierre, qui s'appelait pas l'abbé Pierre à l'époque. Moi je suis vieux, mais pas si vieux que ça, du coup je connaissais pas grand chose finalement de cet homme là. Alors c'est traité avec un peu de sensationnalisme, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une rockstar, et je sais pas si c'était réellement le cas, mais en tout cas malgré une réalisation que j'ai trouvée très expérimentale, il y a des trucs que j'ai vraiment pas compris qu'est-ce que ça va foutre dans le film. Je trouve qu'il est pas servi par sa réalisation, par contre il est servi par l'immense talent de son interprète, dont évidemment j'ai oublié le nom, mais qui est de la comédie française et qui est absolument incroyable dans ce film. Et l'histoire est touchante, elle nous rappelle aussi des sujets hyper importants et qu'on a tendance à oublier, parce que c'est vrai que Emmaüs, on n'en parle plus tellement aujourd'hui, c'est un super hommage aussi de ce film là. Je l'ai trouvé incroyable. Et dans la même veine de biopic français que j'ai trouvé très bien, imparfait mais très bien, il y a Flo, en hommage à la navigatrice Florence Artaud, qui est réalisé par une de ses amies, mais qui est extrêmement bien interprétée, et voilà, qui pareil n'est pas exempt de défauts, mais est très touchant. J'avais la larme à l'œil plein de fois aussi devant ce film là,
qu'il le traite aussi d'un point de vue, alors ça fait vieux con de mec de dire ça, mais d'un point de vue plus féminin, parce que c'est une réalisatrice, et je suis convaincu qu'un homme n'aurait pas traité ce film de la même manière, et ça y apporte aussi une originalité que moi j'ai beaucoup appréciée. Donc voilà, ce serait peut-être mes 2 coups de cœur un peu hors des sentiers marketing. Vous allez voir la pluralité qu'il y a autour de cette table, parce que moi, dans mes coups de cœur, il n'y a pas les vôtres. Alors, Oppenheimer accepté. Moi, j'ai l'application Letterboxd, et à chaque fois que je veux voir un film, je me le note sur 5, et à la fin de l'année, comme ça, c'est très pratique pour sortir. Donc, je vais vous donner mon top 5 de l'année, en commençant par le 5e, c'était Babylone. Je fais partie de ceux qui ont adoré ce film de Damien Chazelle, mais vraiment, je l'ai surapprécié. J'ai chialé comme une merde à la fin. J'ai trouvé que c'était un des plus beaux hommages au cinéma qui existent. On a ensuite en 4e position Yannick, on en a parlé beaucoup. En 3e position, on a Oppenheimer, que j'ai vraiment adoré. Alors, entre tout ça s'intercale. Entre tout ça s'intercale la ressortie de Mission Cléopâtre, mais je le compte pas parce que pour moi, c'est un 5 sur 5. Mission Cléopâtre, c'est incroyable. Je l'ai revu au cinéma, c'était super. Mais en 2e position, il y a eu Spider-Man Across the Spider-Verse, qui était une vraie proposition artistique magnifique, un peu boursouflée au niveau du récit, mais c'est difficile de leur reprocher quoi que ce soit parce que c'est formidable ce qu'ils ont réussi à faire avec cette suite. Et en numéro 1, on n'en a pas parlé, mais The Fableman de Spielberg. Je l'ai noté aussi. Le biopic autobiographique de Spielberg, vraiment. J'étais surpris qu'ils n'en parlent pas justement parce que dans la catégorie film de grands cinéastes, il fait partie d'une sortie les plus attendues. Malheureusement, moi, je suis passé un poil au travers, mais parce que je pense que j'allais pas hyper bien à ce moment-là. Du coup, j'ai eu du mal à rentrer dans l'émotion de ce film, qui néanmoins est effectivement un excellent film et probablement peut-être le plus surprenant. C'est facile de dire ça, mais le plus intimiste de Spielberg, parce qu'il raconte sa vie, mais avec beaucoup de choses, et j'adorerais le revoir et probablement le revoir avec quelqu'un qui s'y connaît en cinéma comme toi, parce que je sais qu'il y a plein de références auxquelles je suis passé à travers, et en tout cas je le conseille parce que même en n'allant pas bien, il est bien quand même, donc. Vraiment super film. Et du côté plutôt des flops, je reviens vers toi, Nono. Moi, il y en a un seul, vraiment, un film cette année où je suis sorti de la salle, j'ai fait c'était Acide. Ce film-là, je n'ai absolument pas aimé Acide. C'était vraiment, je suis passé à côté, moi, malheureusement. En tout cas, de mon point de vue, moi, tu n'as rien loupé. C'était vraiment le genre de film français qui essaie de faire un film catastrophe à l'américaine, mais avec tous les trucs qu'il ne faut pas faire. Je suis sorti du film et je me suis dit, fallait juste faire tout sauf ça, quoi. C'est dommage parce que j'adore. J'ai beaucoup aimé le précédent film de Juste Philippot. Je crois que c'est le réalisateur de Acide. C'était La Nuée. J'en avais parlé à l'époque où on faisait des émissions de cinéma sur une autre plateforme. C'était formidable ce qu'il avait fait. Là, il n'a pas transformé l'essai, comme on dit, pourtant avec un grand casting, Guillaume Canet. Voilà, c'est vrai que les critiques te rejoignent. Donc voilà pour ce flop. Nono, rien d'autre ? Non, moi c'est bon. Tu ne parleras plus jusqu'en 2024. Mais tu peux tousser si tu veux. Merci Nono, sa signature tout. Je dois lui piquer parce que je sens que j'ai envie de tousser depuis le début de cette émission. Tu tousseras à partir de l'année prochaine. Je me retiens, moi. Floris, alors flop. Dans la catégorie film flop, on a vu ensemble, je crois, Rétribution avec Liam Neeson, qui était une vraie merde aussi. Je l'avais oublié, il est tellement nul que je l'ai oublié. Mon cerveau a préféré l'effacer, le jeter à la corbeille et vite. C'est vraiment un film pour payer le loyer de Liam Neeson, mais à l'exception de ce critère-là, je crois qu'il n'y avait vraiment rien à en tirer. Tout était prévisible. Il n'y a rien qui va, ça vaut pas le coup d'en parler. Après, dans les petites déceptions côté française aussi, Un coup de maître qui était je connais pas. Qui n'est du coup pas un coup de maître. Qui n'est pas, dont le pitch était hyper cool, en tout cas tel que la bande-annonce le prévoyait, qui était un grand peintre avec son agent décide, vu qu'il est un peu dans la merde financièrement, de mourir, de mettre en scène sa mort pour que ses œuvres prennent de la valeur. Et sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça le film. Ça, c'est plutôt la fin du film et ça prend 5 minutes. Et du coup, la bande-annonce est très mensongère. Et en fait, alors certes, l'histoire d'amour histoire d'amour au sens amour amitié de quelqu'un qui sponsorise de l'art dans des galeries. Le nom doit être galeriste probablement. et puis un artiste incompris, mais globalement la promesse n'était pas à la hauteur, donc c'était une petite déception. Et puis peut-être Vision aussi, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, mais qui avait fait le film avec Pierre Ninet dans l'avion. J'ai vraiment pas les refs. Oui, d'accord, ok. Et qui était un peu particulier. Je m'attendais à un film un peu mieux construit que celui-là. Voilà, mais ça reste des déceptions sur des bons films. Et pour mes flops à moi, de la même manière que mon top 5, j'ai un flop 5. En commençant par la 5e position, c'est Saw 10. Pourtant, je suis très client, mais à partir du moment où ils utilisent des intestins comme l'assaut, là, ils m'ont perdu. C'était beaucoup trop comique, bizarrement. Sans vouloir spoiler, mais bon, voilà. Napoléon, en 4e position, que j'ai vraiment pas apprécié. Ouais, c'est sûr. On a fait une émission dessus, mais c'est une vraie déception. On vous encourage à regarder l'émission. En 3e position, il y a le grand film qui devait sauver le cinéma français, Astérix et Obélix, de Guillaume Canet, qui était une catastrophe.
En deuxième position, on a le Marvel Quantum Mania, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania, qui était une catastrophe, un vomi visuel. Vraiment, il n'y avait pas d'autre mot. Et On dit que le cerveau retient souvent les mauvaises choses. J'avais oublié le Astérix, tu vois. par Oui, exemple. tu vois, ouais, non, J'avais même oublié le Napoléon, qui est pourtant pas bien Et vieux. ouais, donc, ouais. Non, mais c'est catastrophique. Et puis en première position de ce flop, il y a vraiment le Transformers Rise of the Beast. Michael Bay, alors je sais pas s'il nous manque, mais en tout cas, il apportait une personnalité à ses films. Et là, il n'y a plus rien qu'un néant intellectuel, artistique et émotionnel. Et on ressort de ce film plus vite qu'on y est entré. On C'est- sent vraiment le dégoût dans Ah, ta mais voix c'était par le- catastrophique. Vraiment, vraiment. Voilà. Mais d'autant plus que tu as des attentes sur Transformers. Ouais, c'est tout pour à ça fait, que moi j'en ai plus depuis un petit moment. J'avais aimé au début et puis après je m'en suis lassé. Toi tu continues d'avoir des attentes, donc forcément c'est J'adore, très décevant. Et c'est d'autant plus décevant dans le cinéma quand il y a de l'argent, quand Et il y a oui, tout oui, pour bien bien sûr. faire. Moi c'est très souvent, je me fais souvent cette réflexion-là pour les comédies. Il y a très peu de bonnes comédies françaises et en fait souvent je me dis mais attends, ils ont l'argent, ils ont le casting, ils ont tout. Bah typiquement le Astérix c'est vraiment ça. Ah bah oui, C'est- alors là- c'est moi je pense le film qui m'a le plus dégoûté de voir que des comédiens qui ont du talent, de l'argent, etc. Pourquoi ils sont pas foutus de faire des vannes et pourquoi un studio dit à Guillaume Canet non mais vas-y c'est génial mec. On a l'impression d'un réalisateur qui apprend à faire des films comiques, qui pense qu'il sait le faire et qui fait ce qu'on fait quand on a 12-13 ans et qu'on essaie de faire ses premiers films, c'est-à-dire qu'on fait des blagues rigolotes avec la caméra, mais ça n'est drôle que quand tu les as jamais fait et c'est drôle pour toi et ta famille. Mais là, c'était un film Ah oui, oui, c'est avec ça, beaucoup d'argent et C'est- je trouve c'est ça fou. n'importe quoi. J'en veux pas du tout à Guillaume Canet. Je comprends qu'il soit débutant dans la réalisation de films humoristiques. J'en veux à tous les gens autour qui savent qu'un film humoristique, c'est ce qu'il y a peut-être une comédie, c'est ce qu'il y a de plus exigeant à faire au cinéma, surtout avec autant de contraintes de référence qu'un Astérix. Et c'est absolument pas normal que personne lui dise, mec, il faut faire mieux que ça. C'était Parce que je pense catastrophe. qu'il était capable de faire mieux. C'est catastrophique, je suis content que ce soit planté. Difficile de parler de 2023 sans mentionner la grève des scénaristes et des acteurs. Voilà, on l'a fait. On n'a pas le temps. Mais en tout cas, ils avaient tout mon soutien. Je On suis était content. nous-mêmes en grève pendant pas mal de mois et personne ne C'est s'en vrai. est plaint et on s'en est Exactement. sorti tout seul. Non, mais je suis très content qu'à Hollywood, ça se soit un petit peu bougé les fesses. Les derches. On verra un petit peu exactement sur quoi ça J'ai va hâte de déboucher. découvrir tous ces nouveaux films écrits à l'intelligence artificielle, Ouais. même si ça n'a pas vraiment l'air d'être autorisé, mais j'ai hâte de voir quand même. Ça va arriver. Justement, on vous donne rendez-vous en tout cas en 2024. Nous, on a adoré faire cette émission sur cette fin d'année et on revient avec toujours plus de bonne humeur et de spoil. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était Jean-Michel à la rédac. Non, non, merci beaucoup pour cette fin d'année et merci Nono de t'être prêté au jeu, Floris aussi, et de nous faire confiance. À bientôt les amis, peu importe là où vous nous écoutez. T'as pas toussé toi encore? J'ai pas encore toussé. Je souhaite en 2024. Ça sera en 2024. Ciao, ciao. Au revoir à tous. Ciao, ciao.